Welcome to the debate. Nous vivons une époque caractérisée par un paradoxe absolument vertigineux. D'un côté, nous avons la capacité d'éditer le génome humain avec une précision chirurgicale. On envoie des sondes cartographier des exoplanètes. Et on conçoit des intelligences artificielles capables d'imiter la pensée humaine, ouais. Exactement. Mais pourtant, de l'autre côté, face à l'effondrement de nos systèmes écologiques, financiers et sociaux, eh bien, nous agissons comme des somnambules au bord d'un précipice. C'est fou quand on y pense. Oui, c'est ça. Nous avons toute la précision technique imaginable, mais nous semblons avoir perdu notre capacité à naviguer la réalité. C'est un peu comme si nous avions le tableau de bord le plus sophistiqué jamais créé, mais que personne ne savait regarder par le pare-brise. Voilà, c'est la métaphore parfaite. Et c'est ce décalage terrifiant qui nous amène à notre question centrale aujourd'hui. La vision du monde occidental moderne, cette énorme machine intellectuelle qui nous a donné la science contemporaine, est-elle en réalité la cause principale des crises mondiales actuelles? C'est une question lourde. Très lourde. Et pour explorer cette dynamique, nous allons débattre autour d'un article vraiment dense et fascinant de Jelil Ezine intitulé Néo-Khaldunian Philosophie. Un texte qui propose un diagnostic, disons, onto-épistémique de l'effondrement de notre civilisation. Alors, onto-épistémique, c'est un terme un peu intimidant, c'est vrai, mais qui pose au fond une question très simple. La façon dont nous percevons la nature même de l'existence est-elle défectueuse? C'est vraiment le cœur du débat. Tout à fait. Et pour poser mes cartes sur la table dès le départ, en tant qu'avocate de cette théorie aujourd'hui, je suis convaincue, en accord avec l'auteur, que notre polycrise actuelle, qu'elle soit climatique, sociale, économique, découle directement d'une métacrise, C'est-à-dire. c'est-à-dire l'échec fondamental du socle métaphysique, ontologique et épistémologique de l'Occident. Eh bien, de mon côté, je suis désolé, mais je l'aborde d'une manière différente. Je soutiens que cette crise est avant tout le résultat d'une réalité structurelle, physique et géographique qui est implacable, à savoir l'épuisement total des frontières planétaires. Je vois. Blâmer uniquement la pensée occidentale, la philosophie cartésienne, ça revient un peu à confondre la cause de l'incendie avec les limites de notre extincteur. C'est un point intéressant, bien que je le formulerais autrement. Mais entrons dans le vif du sujet, car le texte des Zines introduit un concept fondamental pour comprendre cette métacrise. C'est ce qu'il appelle la triade MOE. MOE. Oui, c'est l'acronyme pour métaphysique, ontologie et épistémologie. Et je vous arrête un instant sur ce point, car c'est de la philosophie lourde et il faut qu'on vulgarise ça pour notre discussion. Bien sûr. L'argumentaire soutient que le monde occidental moderne s'est construit sur une ontologie d'entités discrètes, des choses séparées plutôt que sur des relations. Oui, c'est le paradigme cartésien classique au fond. L'idée que le monde est composé de blocs de construction isolés, des blocs que l'on peut séparer, étudier au microscope et remonter comme les rouages d'une horloge. Exactement ça. Pensez à une forêt, par exemple. La vision occidentale classique, avec son ontologie de la séparation, regarde la forêt et elle y voit 1000 arbres individuels. Elle calcule le volume de bois, c'est ça, hein? Voilà, elle les compte et elle considère que la forêt n'est que la somme de ses parties. Alors qu'une ontologie relationnelle, en revanche, elle va voir le réseau mycorhizien. Les champignons souterrains. Oui, ces champignons qui connectent les racines, qui partagent les nutriments, qui s'envoient des signaux de stress. L'ontologie relationnelle voit un processus continu, une communauté vivante. Je comprends l'image. Or, le problème aujourd'hui, c'est que nous essayons de sauver le système Terre, qui est un réseau mycorhizien géant en réalité, en utilisant des outils de gestion forestière qui ne reconnaissent que les arbres isolés. C'est le principe de base de la théorie des systèmes dynamiques. Vous ne pouvez tout simplement pas stabiliser un système avec un modèle qui fausse sa dynamique réelle. Oui, je comprends pourquoi vous pensez cela, mais permettez-moi de vous donner une perspective différente. Je ne nie pas du tout que notre outil conceptuel ait des angles morts, c'est une évidence. Mais il faut regarder l'analyse historique prémoderne que propose le texte. Vous parlez d'Ibn Khaldoun. Exactement, le grand penseur arabe du XIVe siècle. C'est là que réside, selon moi, la véritable mécanique de ce qui nous arrive aujourd'hui. Ibn Khaldoun a décrit ce concept fondamental de asabiya. Qu'on pourrait traduire grossièrement par la solidarité tribale, non? Ou la cohésion sociale. C'est cela. C'est la vitalité civilisationnelle brute. Il a modélisé comment les civilisations naissent à la périphérie, avec une très forte asabiya. Ensuite, elles conquièrent le centre, elles s'installent, s'embourgeoisent, et elles finissent par perdre cette cohésion face au luxe et à l'individualisme.
et elles finissent par s'effondrer. Voilà, c'est un cycle naturel de déclin et de renouvellement. Un cycle que nous avons vu se répéter de la chute de Rome à celle des empires asiatiques, c'est vrai. Mais, et c'est le point absolument crucial du texte, ce cycle ne fonctionnait que grâce à la géographie. Ah, d'accord. Historiquement, quand un centre impérial s'effondrait sous le poids de sa propre décadence, il y avait toujours une périphérie. Il y avait des steppes, des immenses forêts, des marges géographiques remplies de peuples dotés d'une nouvelle asabia. Ils étaient prêts à prendre leur relais pour reconstruire. Sauf qu'aujourd'hui, Sauf qu'aujourd'hui, la rupture contemporaine que nous vivons, c'est que cette périphérie géographique n'existe plus, elle est éteinte. Nous avons cartographié et exploité chaque centimètre de ce globe. c'est vrai que la carte est pleine. Donc, l'effondrement est désormais planétaire. Pour reprendre la métaphore saisissante de Zinn dans le texte, autrefois, la vague se brisait dans l'océan. Aujourd'hui, la vague est l'océan. C'est ce mur physique, cette disparition de l'espace extérieur, qui a transformé un simple cycle naturel en un algorithme d'extinction. Et ça, bien avant les éventuelles erreurs philosophiques de René Descartes. Ce raisonnement ne me convainc pas totalement, car je vous accorde bien sûr la réalité de ce mur physique. On est d'accord là-dessus, hein, nous n'avons plus d'échappatoire géographique. Mais Justement, quoi? eh bien, puisque la dimension physique du globe est atteinte, la question devient: comment avons-nous pu foncer droit dans ce mur avec une telle assurance, sans jamais ralentir? C'est là qu'intervient la conjecture de l'endarkment, proposée par l'auteur, Endarkment, qu'on traduirait par l'obscurantisme. c'est ça, l'obscurantisme de l'Occident. Et c'est utilisé pour qualifier la période des Lumières. Ouch. Alors là, je suis désolé, mais je n'y crois pas du tout. Laissez-moi vous dire pourquoi. Appeler le siècle des Lumières, qui a fondé les droits de l'homme, la raison et la science moderne, un obscurantisme, c'est une provocation intellectuelle extrême. Mais c'est une provocation qui est épistémologiquement justifiée. L'argument de l'article, c'est que les Lumières occidentales ont substitué une connaissance holistique, relationnelle, une connaissance qui existait dans l'âge d'or islamique, chez les peuples autochtones ou dans le taoïsme, par un prisme purement analytique et réductionniste. Un prisme qui a construit le monde moderne. À quel prix ? Prenez l'exemple frappant de la biologie moléculaire cité dans l'article. Pendant des décennies, la science moderne a qualifié près de 98% du génome humain d'ADN poubelle. Ah oui, le fameux junk DNA. Exactement. Et pourquoi l'appelait-on ainsi ? Cet ADN était-il vraiment inutile ? Non, pas du tout. Non, on a découvert plus tard qu'il avait des fonctions. Voilà. Mais à l'époque, on le rejetait parce que notre paradigme cartésien, qui est strictement déterministe et linéaire, vous savez, le dogme central qui dit qu'un gène donne une protéine qui donne une fonction, eh bien ce dogme ne pouvait conceptuellement pas comprendre le rôle régulateur et relationnel de cet ADN. L'Occident a littéralement pathologisé ou étiqueté comme déchet ce qu'il ne pouvait pas isoler dans sa petite boîte de causalité simple. Je vois l'analogie. Et le pire, c'est que nous faisons exactement la même chose avec nos écosystèmes en ce moment. Notre prétendue lumière analytique nous a paradoxalement aveuglés sur les relations complexes qui soutiennent la vie. Je l'entends, mais accuser les Lumières d'obscurantisme, c'est extrêmement dangereux. Ça jette le bébé avec l'eau du bain. L'approche cartésienne n'est pas un poison qui aurait infecté notre cerveau. C'est un outil d'une précision chirurgicale qui a littéralement sauvé l'humanité de la misère naturelle. Je ne dis pas qu'elle n'a rien apporté. Sans cette pensée analytique, nous n'aurions pas la théorie des germes. L'espérance de vie ne serait jamais passée de 30 à 80 ans. Nous n'aurions pas éradiqué la variole. Bien sûr, mais Reprenons l'analogie brillante de Joël Hézin lui-même dans son texte. Il dit que la science occidentale est un laser. Et devinez quoi ? Le laser est miraculeux pour opérer une cataracte. Un laser illumine de façon brillante, mais très, très étroitement. Le problème n'est pas le laser en soi. qu'il est la seule source de lumière. Exactement. Le problème, c'est que nous avons oublié d'allumer le soleil, la vision holistique pour voir le reste de la pièce. L'article convoque d'ailleurs la loi de la variété requise du cybernéticien Ross Ashby. Oui, une loi fascinante. Elle stipule qu'un système de contrôle doit avoir au moins autant de complexité, de variété interne, que le système qu'il essaie de diriger. Notre laser scientifique manque de cette variété pour gérer le chaos de la polycrise. Mais rejeter la philosophie occidentale comme cause de la crise, c'est oublier que le séquençage même de cet ADN n'a été possible que grâce au réductionnisme. Nous ne devons pas jeter le laser, nous devons juste le ranger dans une boîte à outils plus vaste. C'est un argument élégant.
Mais le problème de l'outil cartésien, c'est qu'il est exclusif par nature. Il ne tolère pas la concurrence épistémologique. Dès qu'on utilise le laser, on éteint le soleil. Et c'est là que le texte fait une connexion époustouflante avec les neurosciences contemporaines en s'appuyant sur les travaux d'Ian McGilchrist. Ah oui, les recherches sur l'asymétrie des hémisphères cérébraux. C'est vrai que c'est l'une des parties les plus surprenantes de cette analyse. C'est bien plus qu'une anecdote scientifique. McGilchrist démontre que l'hémisphère gauche de notre cerveau est évolutivement conçu pour isoler, catégoriser et chosifier le monde. C'est l'hémisphère de la préhension. C'est le laser en fait. Et le droit alors? L'hémisphère droit, lui, perçoit le contexte, la relation, le flux. C'est le soleil. Or, l'argument central ici, c'est que la modernité occidentale a systématiquement institutionnalisé l'hémisphère gauche au détriment du droit. Nous avons construit une civilisation entière qui imite les tics cognitifs d'un cerveau gauche hypertrophié. C'est une pathologie de l'attention en somme. Totalement. Et en neurologie, on sait une chose tragique sur l'hémisphère gauche. Il est incapable d'admettre qu'il ne comprend pas l'ensemble du tableau. Il confabule pour avoir toujours raison. C'est fascinant de voir comment la science du cerveau du XXIe siècle confirme l'intuition relationnelle des philosophes arabes anciens. C'est un pont intellectuel magnifique, vraiment. Mais redescendons sur Terre un instant. Le temps nous manque cruellement face à l'urgence climatique. Oui, bien sûr. L'humanité n'a pas le luxe d'attendre une révolution neurologique ou spirituelle totale, n'est-ce pas? Et c'est là que l'approche néo-raldonienne se montre profondément pragmatique. Elle propose de modéliser cette complexité historique mathématiquement. Attendez, je vous arrête un instant. C'est un terme énorme que vous avancez là. Modéliser l'histoire mathématiquement. Comment fait-on cela sans retomber justement dans le piège de la métrique occidentale linéaire? En utilisant ce qu'on appelle la cliodynamique, développée notamment par Peter Turgeon, et en la couplant à des bases de données historiques massives comme Sechat. Au lieu de regarder l'histoire comme une simple suite de récits héroïques, la cliodynamique traque des variables quantifiables sur des millénaires. Des variables comme quoi? Richesse. Et à partir de ces données, l'article des Einés introduit un outil révolutionnaire, l'indice KCH, pour Chaldunian Civilization Health. Un indice de santé civilisationnelle donc. C'est ça. Il mesure la santé systémique d'une société en intégrant les concepts d'Ibn Khaldoun, la cohésion sociale, l'intégrité institutionnelle, la justice. Et les résultats actuels de cet indice sont stupéfiants. Ah bon? Que disent-ils? Les données montrent un déclin systémique terminal du G7, qui est miné par la polarisation. Et en face, une trajectoire ascendante de la cohésion des pays du BRICS. Le croisement des courbes est même projeté autour de 2037. Ça prouve que nous pouvons diagnostiquer et corriger le cap avec des outils hybrides. On prend la rigueur de la donnée au laser pour mesurer la santé de la relation, le soleil. Je comprends votre point de vue, mais permettez-moi de vous offrir une perspective très différente là-dessus. Vous vantez l'indice KCHE comme une solution pragmatique idéale. Mais avez-vous remarqué un détail méthodologique absolument crucial dans cet indice caché? Lequel? Il exclut délibérément le PIB et les mesures purement technologiques de son calcul de santé. Oui, bien sûr, c'est tout à fait intentionnel. Mais réfléchissez à l'ironie de la chose. Si l'outil de diagnostic le plus sain que vous puissions concevoir doit catégoriquement rejeter la métrique suprême du monde occidental, à savoir le rendement économique brut, le PIB, pour voir enfin la réalité, ça prouve ma thèse. Notre obsession occidentale pour le PIB n'est pas juste un outil incomplet, c'est la maladie elle-même. C'est un argument convaincant, je l'avoue. Mais avez-vous envisagé la raison systémique derrière cette exclusion? Ce n'est pas un rejet moralisateur ou philosophique de l'économie. C'est une correction biomécanique. C'est-à-dire? Le PIB mesure le débit, le flux d'énergie et de capital. Il ne mesure pas du tout l'intégrité structurelle. C'est comme le métabolisme d'un corps. Une civilisation en phase d'effondrement terminal peut tout à fait afficher une croissance du PIB exceptionnelle. Parce qu'elle consomme ses propres réserves. Exactement. Elle cannibalise ses propres organes, ses forêts, ses nappes phréatiques, sa confiance sociale, tout ça pour produire une valeur marchande éphémère. C'est une fièvre, pas un signe de bonne santé. Donc, exclure le PIB permet à l'indice KCH de scanner les véritables fondations, la justice, l'équité, la confiance. Nous en revenons donc au fait que nos instruments de navigation classiques nous ont menti. Notre modèle est défaillant. Mais bon,
Changer de paradigme nous confronte à un obstacle terrifiant que l'article nomme le linchpin paradoxe, le paradoxe de la clé de voûte. Ah oui, le paradoxe du pire moment possible, comme j'aime l'appeler. C'est un peu ça, hein. Imaginez la scène. C'est comme essayer de monter un meuble IKEA extrêmement complexe avec votre conjoint pendant que votre maison est littéralement en train de brûler autour de vous. L'angoisse totale. Le drame de notre situation, c'est que la révision de notre pensée, l'adoption de cette métaphysique relationnelle, ça exige un immense effort collectif. Ça exige de la hatsabiya, cette confiance mutuelle dont on parlait. C'est évident, oui. Mais c'est précisément l'urgence et les chocs de la polycrise, l'inflation, les désastres climatiques, les pandémies, qui érodent cette confiance. Plus le système s'effondre, plus nous devons collaborer. Mais plus il s'effondre, plus la peur nous pousse au repli identitaire et moins nous nous faisons confiance. C'est une mécanique implacable et tragique. Et pour surmonter ce paradoxe, le texte propose un système de validation épistémique radicalement nouveau, appelé NKI. L'idée, c'est de créer des comités de validation de la connaissance qui ne jugent plus seulement sur des critères cartésiens de rentabilité ou d'efficacité technique. Laissez-moi vous couper là-dessus. Comment un comité peut-il évaluer concrètement l'épistémologie d'une politique publique dans le monde réel? Prenons un exemple concret. Imaginez une nouvelle technologie agricole. Le modèle linéaire classique vous dira « Parfait, le rendement financier par hectare a doublé. On valide la technologie. » Logique. Mais sous le système NKI, l'évaluation devient polycontextuelle. Le comité va regarder l'impact au-delà du tableur Excel. Il va évaluer l'impact sur le collectif. Est-ce que cette technologie détruit le tissu social des petits agriculteurs? Est-ce qu'elle abîme la sabia de la région? Si la réponse est oui, même si elle est très rentable, le système lui donne une note globale de C ou D. Elle est bloquée. On réintègre la relation humaine dans l'évaluation de la technique. Je vois l'ambition de ce modèle, mais soyons honnêtes sur la faisabilité psychologique de la chose. La mise en place d'une telle épistémologie requiert une autorité morale que nos institutions fragmentées ne possèdent tout simplement plus. Qui nomme ce comité? Qui va accepter ces décisions si elles bloquent l'économie, selon moi? Si nous avions encore une périphérie géographique, ce paradoxe de la clé de voûte ne serait pas fatal. Vous revenez à la géographie. Absolument. L'Occident cartésien s'effondrerait sous le poids de sa propre rigidité, comme Rome étangrée. Et de nouvelles communautés issues des marges, avec une ontologie naturellement relationnelle et une asabiya fraîche, reconstruiraient par-dessus nos ruines. Sauf que nous n'avons plus de ruines où fuir. Exactement. Nous sommes enfermés ensemble dans ce bocal planétaire qui chauffe. Le moteur principal de notre extinction potentielle n'est pas le fait que Descartes se soit trompé de méthode, c'est le fait que l'humanité n'a plus aucun espace vide pour absorber ses erreurs. Le temps file, c'est donc le moment idéal pour faire la synthèse de nos positions à la lumière de cet échange vraiment dense. Allez-y. De mon côté, je maintiens fermement que la complexité phénoménale des systèmes terrestres actuels ne pourra jamais être gérée par un paradigme qui isole et fragmente la réalité. Le diagnostic de Gelée-Lézine n'est pas une simple plainte romantique contre la modernité, c'est une nécessité mathématique. Tant que nous utiliserons l'ontologie de la tronçonneuse pour essayer de sauver le réseau fongique de la forêt, nous courons à notre perte. Nous devons adopter une métaphysique de la relation. Et pour ma part, je maintiens que si cet élargissement épistémologique est vital, le véritable moteur de notre crise reste structurel. Nous nous heurtons au mur physique de la Terre. Et dans cette transition périlleuse, la méthode scientifique occidentale, le fameux laser, avec sa rigueur quantitative, devra être réintégrée à notre boussole et non utilisée comme bouc émissaire. Sans des outils de pointe comme la cliodynamique, nous ne saurons même pas mesurer l'effondrement que nous cherchons à éviter. Il ressort en tout cas de ce dialogue que l'approche néo-chaldounienne offre un pont inestimable. Elle marie la sagesse relationnelle ancienne avec les modèles mathématiques les plus poussés de notre époque. Elle nous demande de regarder au-delà de la radiographie pour observer la machine même qui prend l'image. C'est une belle formule. Le problème n'est pas seulement ce que nous voyons, c'est la structure même de la lentille à travers laquelle nous regardons. C'est là-dessus que nous allons conclure l'émission d'aujourd'hui. Quand vous analysez la crise climatique, les inégalités ou les conflits sociaux autour de vous, posez-vous cette question simple. Quel est le cadre invisible qui dicte votre propre compréhension du problème? C'est une réflexion profonde que nous vous laissons méditer. Merci d'avoir exploré ces perspectives avec nous.